Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans le podcast de Panache. Aujourd'hui, nous recevons Anouchka Antoine. Elle est responsable média, sustainability et corporate communication du groupe Bell, un groupe alimentaire derrière des marques que l'on connaît tous. Vous connaissez sans doute Babybel, la vache qui rit ou encore plus localement Maretsu. Avec Anouchka, nous allons parler de communication dans un univers aussi familier que stratégique, l'alimentaire. Comment faire vivre des marques iconiques, comment trouver le bon équilibre entre héritage, modernité et les attentes du consommateur. Nous aborderons aussi des sujets plus sensibles mais essentiels aujourd'hui, la RSE, la réputation, les relations presse et aussi comment elle aborde et elle anticipe la communication de crise. Anouchka a un profil vraiment intéressant parce qu'elle a une vision 360 du métier de la communication. Elle est à la croisée de nombreux enjeux, marques, médias, corporate, agences, durabilité et transformation digitale. On est ravis de vous proposer cet échange qui est très concret sur la manière dont une grande marque se construit, se protège et continue à évoluer. Merci d'être avec nous et bonne écoute. Bonjour Anouchka et merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. On est ravis de t'accueillir et de pouvoir prendre connaissance de tout ton savoir. Donc pour commencer, est-ce que tu pourrais nous parler de ton poste aujourd'hui dans le groupe Bell ? Alors au sein du groupe Bell, moi je suis en charge donc, de la communication, du média et des sujets CSR, donc RSE, pour l'Europe du Nord. Et le groupe Bell, en fait, ça ne parle pas forcément à tout le monde, mais quelles sont les marques que ça inclut ? Je me suis un peu renseignée et j'ai vu que c'était toute l'histoire débutait avec Léon Bell dans les années 1920, qui, si j'ai bien compris, a révolutionné le monde de l'alimentaire avec la portion. Et c'est en le lisant après je me suis dit mais c'est vrai que c'est le point commun entre un Babybel, un morceau vache qui rit, etc. Et donc je serais ravie que tu nous racontes un petit peu l'histoire de Léon Bell et tout l'historique de toutes ces marques très iconiques sur nos marchés. Comme tu l'as dit, alors effectivement le point commun est donc la portion. Et donc la vache qui rit a été créée donc, en 1922 par Léon Bell. Et donc on était déjà une marque en 1922 sur plusieurs choses. Ce côté qui est ultra innovant de venir avec une portion qui est triangulaire, de venir avec une marque qui est devenue ultra populaire et iconique et qui est aussi le point commun en fait, entre toutes nos marques. Parce que comme tu le disais, quand on parle de Bell, les gens identifient assez peu en fait, ce qui est Bell. Et donc tu le citais, Bell, donc on a la vache qui rit, qui est cette marque iconique. On a effectivement Babybel. On a Boursin, on a aussi Apéricube, on a Kiri et en France, on a Pompot. Et donc, le point commun, effectivement, c'est toutes ces marques iconiques autour de la portion qui sont très populaires, qui sont très fun aussi et qui proposent aussi surtout des alternatives d'alimentation et de snacks plus sains pour justement que toute la famille, d'adultes aux enfants. C'est ça. Et le but de la portion, c'est aussi le message derrière, c'est un peu dire aussi, la portion nécessaire. Exactement. Pour toi, sans surconsommer, j'imagine. Exactement. Donc, le but de la portion, il y a plusieurs choses. Donc, tu as le juste apport nutritionnel, justement, que tu vas avoir par portion. De te dire que si tu manges donc, un mini Babybel, tu es pratiquement à 5 grammes, justement, de protéines. Et aussi, tu as l'aspect qui est ultra pratique. Mini Babybel, je te donne un exemple, c'est 8 heures hors froid. Donc si tu vas faire du sport justement, ou tu vas à l'école, ou dans la lunchbox de tes enfants, c'est justement le parfait produit que tu puisses aussi donner, dans le cadre d'une alimentation saine toujours, mais au même type typiquement d'une portion en fait de vache qui rit. Et au-delà de ça, il y a même un aspect qui est important et qui fait aussi partie de l'ADN de Bell avec la portion. C'est lié effectivement à tous les sujets RSE sur lesquels je travaille, mais la portion aussi, c'est que quand tu as une boîte de vache qui rit dans le frigo, tu ouvres une portion. Tu ouvres pas en fait finalement un énorme packaging, et donc ce qui te permet aussi en fait d'utiliser à chaque fois le juste apport nutritionnel et aussi en termes vraiment de sustainability. La portion t'aide aussi à être aussi beaucoup plus juste. Tout à fait, tu gaspilles pas un pot entier. Ouais. À l'inverse, il y a plus d'emballage, mais j'imagine que vous faites attention aussi à ça. Complètement. Et donc ça, c'est aussi, donc chez Bell, on a vraiment deux choses et ça fait aussi partie. Donc, en France, tu as un statut qui s'appelle une entreprise à mission, qui est un statut qui est vraiment légal, qui n'existe pas en Belgique, mais qui est pour nous commun à tous les pays. Et tous ces sujets, justement, de nutrition, de sustainability, donc de RSE de manière générale, en fait, chez Bell, on a quelque chose qui est assez unique. C'est que donc, on a des objectifs qui sont financiers comme n'importe quelle entreprise.
mais au même titre que les objectifs qu'on appelle extra-financiers. Donc tous ces objectifs vraiment RSE sont inscrits dans notre feuille de route et sont monitorés vraiment plusieurs fois par an, au même titre que n'importe quel en fait, objectif financier. Donc là-dedans, tu vas avoir effectivement toute la partie qui va être sur toute la partie nutrition qui va être discutée, qui est vraiment au cœur vraiment des discussions de tous les employés chez Bell. Comme typiquement, on parlait de recyclage, d'emballage, de ces choses-là. Ça fait vraiment partie du cœur de nos discussions, comme le développement des produits ou les plans marketing. Tout ça est complètement en fait intimement lié. Et aujourd'hui, est-ce que c'est une entreprise familiale ou comment est-ce que Toujours. ça s'organise ? Oui, toujours. Depuis que notre CEO, donc Cécile Belliot, donc est devenue CEO, je pense que c'est la première fois qu'une personne qui n'était pas issue justement de la famille prenait les rênes de Bell. Mais avant ça, oui, bien sûr, la famille est toujours présente. Et en fait, je pense que c'est ce qui... la différence quand on travaille, pour moi, pour un groupe familial et un groupe non familial. Et on a parfois le luxe, en fait, d'avoir le temps long. C'est-à-dire que tu peux aussi... Et ça, je trouve ça assez incroyable. Tu as un terrain de jeu sur lequel... tu peux prendre le temps de développer les choses. Tu peux prendre le temps d'avoir une vision qui peut être plus long terme. Et tout ça, en fait, tu peux aussi prendre des risques, tu peux tester. Ce qui ne nous empêche pas d'être pionniers sur plein de choses, de tester, d'avoir des innovations qui sortent tous les ans. Mais en face de toi, effectivement, tu peux avoir ces discussions long terme parce que tu as toujours une famille derrière. Et ça change, je trouve, vraiment la donne, en fait, dans le quotidien. Intéressant de voir cette... différence qui s'installe. Ouais. Et donc aussi, il y a un petit sujet de transmission, j'imagine, de savoir-faire ou de valeur entre les différentes générations, donc jusqu'à aujourd'hui. Bien sûr, je pense que les valeurs aussi sont importantes et au-delà de je pense qu'on peut tous parler, tu as pu discuter avec plein de personnes et même dans le quotidien, on parle tous beaucoup de valeurs. Et effectivement, je trouve qu'une entreprise familiale, les valeurs sont super importantes. Comme tu disais, il y a effectivement la transmission entre les générations qui fait que les choses, je pense, sont prises à une autre échelle. Les valeurs sont très, très importantes. Chez Bell, on est en anglais, mais on est sur le Dare Care Commit. Et le care est toujours très important. Prendre soin des gens, de prendre soin des marques, de prendre soin de l'environnement, de prendre soin aussi du futur, justement, des générations et le rôle en fait de l'alimentation là-dedans. Et c'est très en fait lié justement au fait d'oser. Le DARE est super important, justement d'oser de faire des choix qui sont pas forcément attendus. Et quand on dit effectivement de commit, pareil, je pense que d'être là et parfois aussi de prendre sa voix, pour aussi avoir en tête, je pense que l'alimentation a aussi une responsabilité sur vraiment le futur des générations à venir. Et donc ça, honnêtement, c'est vraiment quelque chose qui est dans le cœur des discussions quotidiennes. Donc le DARE pour oser, c'est aussi de l'innovation ? Complètement. Moi, je suis toujours hyper amusée. Donc, je pense qu'il y a 2 semaines, j'étais dans un séminaire global et je regarde en fait tout ce que l'on fait dans les différents pays. Parce que moi, je vois ce qu'on fait sur nos marchés et c'est vrai que c'est assez impressionnant. Je peux regarder qu'au Japon, on a sorti donc toute une activation autour de l'onigiri, mais donc un onikiri, que je trouve vraiment génial et qui est effectivement super ancré dans la culture japonaise. Le fait qu'on a on va avoir des produits avec aux fleurs de cerisier, au yuzu. Donc c'est vraiment aussi à ce côté un peu... Je pense qu'il y a toujours cette anecdote, par exemple, sur le fait que la vache qui rit, tout le monde pense que c'est une marque locale. Quand on va au Maroc, ils pensent que c'est une marque marocaine, etc. Et parce que c'est des marques qui sont hyper ancrées dans le quotidien. Et justement, il y a de la vache qui rit harissa, comme de l'onigiri okiri au Japon. Je crois que c'est un peu ça. C'est vraiment des marques qui sont super populaires, quoi. Hyper impressionnant, parce que c'est vrai que c'est aussi des marques très proches du quotidien, mais c'est aussi parce que c'est intergénérationnel et donc c'est une marque qui nous suit à travers notre évolution de plus petit à même adulte. Je voyais les communications Babybel, vous travaillez beaucoup là-dessus sur le jeune, mais l'adulte aussi continue à consommer son Babybel à la pause. On a tous, moi je sais que quand j'ai rejoint Bell, j'ai redécouvert des produits. Parce que je pense qu'on a, en tout cas pour beaucoup, grandi avec ces produits. Moi, j'ai grandi avec beaucoup de kiri, avec beaucoup de vaches kiri d'ailleurs, avec Babybel. Et je vois à quel point, et ça, c'est ce que je trouve... Il y a les pouvoirs, en fait, parfois, je trouve, de certaines marques qui sont tellement populaires et tellement iconiques que tout le monde a une part d'histoire, ou une anecdote, ou un souvenir, un moment. Et c'est ce que je trouve assez incroyable quand on bosse avec des marques aussi fortes. C'est de voir parfois des gens en fait, qui ne consomment peut-être plus de Babybel aujourd'hui, mais quand on est dans une salle de réunion et qu'on en met dans la salle, c'est de voir leur réaction que je trouve toujours... Les gens sont toujours contents. On voit toujours le côté un peu, justement, un peu playful, amusant, de l'ouvrir, etc., de jouer avec la cire pendant la réunion. Et il y a ce côté reconnexion aux marques. Je suis toujours fascinée, en fait, de voir ça. Oui, c'est vrai que quand tu parles de ça... Mais le rituel, en fait. Ah bien sûr. J'ai vraiment la petite ligne qu'on enlève. Et alors,
la petite boule de cire rouge Et qu'on oui. a en main et qu'on finalement on tient pendant quelques minutes en papotant. Enfin, c'est vrai que c'est plein de petites choses qui nous reviennent. Et qui sont super reconnaissables. En Angleterre, on a fait il y a quelques années, pas si longtemps que ça, une campagne d'outdoor, d'auto-foam géant justement, qui était complètement rouge, et avec justement juste l'image de tirer la languette du Babybel. À quel point en fait, tu as des marques qui sont tellement reconnaissables que juste avec ce petit rituel-là, les gens peuvent reconnaître ta Ça marque. suffit. Ouais. Mhm. Complètement. Et la marque est présente, tu parlais du Japon, partout dans le monde. Plus de 120 pays. 120 pays. Ouais. Et donc, tu t'occupes du marché Europe. Alors, Europe du Nord. Donc, dans l'Europe du Nord, on a la Belgique, les Pays-Bas, le UK, l'Irlande et les Nordiques. Ok. Et comment se déploie, je vais dire, toute la stratégie du siège jusque dans les pays qui redistribuent autant les produits que la communication? Comment se développent et se construisent les équipes? Donc, on a effectivement, entre les équipes globales et locales, ce que l'on a, en fait, c'est vraiment, je pense, une coordination, une collaboration. On va recevoir vraiment la grande feuille de route du global, plusieurs fois, donc une fois par an. Et par exemple, en termes de communication, et particulièrement en matière de médias, ce qui est aussi intéressant, ce qu'on va appeler plutôt en anglais des media bullies, parce qu'on peut avoir, effectivement, je pense, des choses qui peuvent être assez différentes selon les pays. On a des réalités différentes, des portfolios différents, des audiences différentes. Et donc après, tout le travail qui va être fait en local est de construire notre feuille de route sur base justement des challenges que l'on rencontre et de nos ambitions, et de traduire en fait tout ce que l'on a du global au local, avec en fait ce qu'on appelle un peu le local magic. Je vais faire beaucoup de franglais aujourd'hui. Ça, c'est le point commun de l'Europe du Nord, c'est qu'on va avoir une langue commune sur laquelle on communique l'anglais, donc ce qui fait que ça fait beaucoup de franglais. Mais voilà, ce qu'on appelle, nous, le local magic, c'est-à-dire que l'on va prendre un peu toute cette matière et on va la décortiquer, on va l'adapter en fait dans nos réalités quotidiennes. D'accord. On en parlait en introduction, hein, mais en dehors, avant de commencer l'enregistrement, et tu disais que finalement, il y avait différents marchés, Ouais. des points communs, des différences aussi. Est-ce que tu pourrais nous parler de la façon dont vous traduisez le global au local, et si tu as des cas qui te viennent à l'esprit, des exemples, des cas concrets de campagnes qui diffèrent d'un pays à l'autre? J'ai par exemple l'exemple de la vache qui rit qui est complètement différent au UK. Au UK, donc on parlait justement de la portion. On est sur une audience qui est beaucoup moins, en tout cas beaucoup moins familiale. Moi, j'ai une audience média, par exemple, sur la vache qui rit, qui va être beaucoup plus sur des femmes peut-être de plus de 35 ans qui vont faire attention à leur santé, qui vont faire attention aux aliments en fait qu'elles consomment, qui sont beaucoup plus, par exemple, à la recherche de portions pour avoir, comme on parlait, du juste apport nutritionnel. On est beaucoup moins en fait sur une cible vraiment famille avec enfants, comme on va la voir en Belgique et aux Pays-Bas. Et donc, dernière campagne que l'on avait faite, où on est beaucoup plus en fait sur une exécution média dans des magazines féminins, dans des choses qui sont presque attrées au yoga, au well-being, à la cuisine saine. Et alors ça, c'est vraiment pour moi un exemple qu'on a uniquement au UK versus le reste des pays, ou au contraire, on va être sur des campagnes super familiales aussi. Donc il y a parfois aussi ces petites, exceptions culturelles que l'on va avoir. En Belgique, par exemple, où on travaille sur une marque locale que beaucoup de gens connaissent, Maretsu. On a toujours cette anecdote en fait du Maretsu au petit déjeuner avec son café. C'est un peu parfois la petite magie aussi de travailler avec autant de pays, parce que tout le monde a des manières très très différentes de les consommer. Et tu disais qu'en Angleterre, la vache qui rit était consommée un peu... Je veux dire, c'est un produit un peu plus lifestyle Ouais. que familial chez nous. Tu sais à quoi c'est dû? Est-ce que c'est vraiment... est-ce qu'il y a une campagne qui a été faite et que du coup, ça a totalement, changé la vision, ou vous l'avez constaté au fur et à mesure des années? Est-ce que c'était une volonté, ou en fait, vous vous êtes dit « Ah ben, on va faire avec ». Non, en fait, ça part toujours du fait d'écouter tes consommateurs et de regarder les tendances. J'ai plus le nom du livre en tête, mais il y avait donc un livre, je pense, aux États-Unis, donc vraiment plus dans la littérature anglophone, qui en fait mentionnait, et je crois que ça a été repris après par Weight Watchers derrière, justement la vache qui rit comme un allié justement dans le fait de faire attention un peu à son poids et à ses habitudes alimentaires. Ce qui fait que derrière, je crois que dans les pays anglophones, la vache qui rit est devenue une des marques justement avec lesquelles c'est assez associé.
Et donc, on va avoir aujourd'hui la vache qui rit, justement. Je pense qu'il faudrait regarder aussi dans l'application Weight Watcher, ça je ne l'ai pas en tête, mais ça fait vraiment partie en fait de ce mythe, ce qui fait que quand on écoute vraiment le consommateur, quand on va à chaque fois gratter les tendances, de voir un petit peu ce qui se passe, l'idée à chaque fois est de répondre aussi à leurs besoins. Je pense qu'effectivement on peut être innovant et on peut inventer effectivement le besoin de demain. Mais ce que l'on fait, nous, au quotidien, c'est surtout d'écouter ce qui se passe, d'écouter un peu les signaux faibles, d'être un peu... on va utiliser plusieurs choses, que ce soit vraiment des outils de social listening, mais je pense qu'aussi dans nos métiers, dans le métier du marketing ou de la com de manière générale, et de l'innovation et de la recherche, et d'être toujours, pour moi, à l'écoute, à l'éveil, super curieux, pouvoir justement dire « Ah, ça, ok, c'est une tendance. Voilà pourquoi on consomme la vache qui rit. Ah, est-ce que derrière, en fait, on n'irait pas, nous, apporter ce que l'on a, c'est-à-dire de l'information sur la nutrition, de la pédagogie et notre produit ?» Ouais. Exact. Vous rebondissez en fait sur ce que vous analysez et vous percevez. Ouais. Donc on a parlé d'une différence. Est-ce qu'il y a des points communs, des marchés Belgique, Angleterre par exemple? Mais nous, on travaille énormément en fait sur des offres de snacking, d'offrir justement du snacking plus sain. Donc on parlait de Mini Babybel, c'en est un excellent exemple de pouvoir avoir Mini Babybel par exemple, plus une pomme et d'avoir un snacking sain équilibré. Ça aussi, on est quand même sur des marchés qui aiment le snacking. Par exemple, entre l'Angleterre qui est un marché de snacking, la Belgique. On a fait une étude, je pense il y a 2 ans maintenant, qui montrait que les Belges peuvent snacker plus de 3 fois par jour. Donc ça aussi, c'est quand même quelque chose qui est super important. Et là, on voit honnêtement des similitudes. Alors les produits peuvent parfois être différents dans les habitudes alimentaires. Mais alors l'Europe du Nord, effectivement, on aime snacker de manière différente. Mais ça reste quelque chose qui est, je pense, presque universel à nos marchés. Et aussi, je pense qu'il y a ce côté aussi, on le voit après en termes même de consommation et de cooking. Enfin, on n'est pas en Méditerranée, hein, donc je pense qu'on le sait sur toute la saison aussi d'hiver où on va être aussi là pour proposer des recettes qui vont être saines mais qui vont être aussi réconfortantes en hiver parce qu'on manque de soleil, parce qu'on aime bien ce côté un peu justement cosy et d'avoir des recettes qui peuvent être réconfortantes. Et ça, honnêtement, nos produits, on parle de boursin, de marais-de-sous, sont capables de le faire. Ouais. Oui, tout à fait. Je vois l'idée et là, je suis en train de rêver, de me dire on aura peut-être un jour une raclette Babybel. Qui sait? Tu sais que ça existe. Ah bon? Alors, je ne savais pas. Il y a 2 choses qui existent. Alors, il y a effectivement il y a un Babybel qui existe justement raclette, que les Anglais, justement, je pense, s'appelle cheese fondue. C'est assez... voilà. Incroyable. Et on fait aussi une recette justement de tartiflette avec du marais-dessous, avec les gros pains de marais-dessous, et ça a vachement de succès. Ouais, ça on rebondit dessus. Top. Et au fur et à mesure des années, donc on a parlé de différences entre marchés, mais est-ce qu'un consommateur, il y a 5 ans, il y a 10 ans, et le consommateur actuel, est-ce que tu vois des différences dans son évolution, dans sa consommation au quotidien? Est-ce que vous analysez ça aussi? Oui, bien sûr. Je pense que de manière générale et même universelle, les consommateurs sont de plus en plus éduqués. Tu as aussi le fait qu'aujourd'hui, on peut scanner n'importe quel produit et avoir des informations sur sa composition. Donc les consommateurs sont curieux, sont plus éduqués, sont aussi beaucoup plus équipés. Je pense qu'il y a un besoin de... Ça a l'air bateau, mais il y a un vrai besoin de transparence et on doit apporter de la transparence sur ce que l'on fait. Pourquoi on utilise certains ingrédients, pourquoi pas. Ça, c'est quelque chose qui est super important parce que je pense qu'on ne pouvait pas et on ne peut encore moins aujourd'hui duper un consommateur. Et nous, on parle de marque iconique. Ça veut dire qu'on est hyper transparent sur ce que l'on fait. Les gens nous connaissent. Donc ça, c'est la première chose. Et en termes après de tendances, les tendances évoluent beaucoup, mais les consommateurs sont majoritairement en recherche d'ingrédients qui soient d'aliments, de produits qui soient plus sains. Ça, c'est super important. Alors, on va parler de fibres, on va parler d'apport en protéines, d'apport en calcium. Ça, c'est aussi quelque chose qui va être vraiment hyper recherché chez les consommateurs. Et je pense qu'il y a aussi le fait parfois de faire des choix. Pourquoi j'achète cette marque plutôt qu'une autre? Et aujourd'hui particulièrement, après... des années et même encore aujourd'hui d'inflation, ça reste des sujets importants, et aussi en termes de valeur. C'est pour ça qu'on parlait de valeur tout à l'heure, et ça c'est aussi important. Qu'est-ce qu'il y a derrière une marque? Et je pense que on parle de transparence, ça fait pourquoi j'achèterais aujourd'hui une marque plutôt qu'une autre. Il y a aussi la valeur qu'on amène derrière. Oui, tout à fait, parce que je pensais aussi, le contexte concurrentiel est de plus en plus fort, le contexte économique aussi, les gens font des choix, le consommateur fait des choix, et qu'est-ce qui oriente le plus? Est-ce que c'est le prix qui est important? Certainement les valeurs nutritionnelles, la qualité, et où fait-on la différence finalement pour
gagner la confiance du consommateur? Le prix, effectivement, sera toujours, et comme tu le disais, on est quand même sur un environnement qui est ultra concurrentiel, ça en est un. Après, il y a aussi tout ce qu'il y a derrière le prix. Et c'est là où ça devient, je pense, intéressant. C'est pour ça qu'on communique quand même de plus en plus tout ce que l'on fait derrière. C'est-à-dire que, on parle de produits laitiers, par exemple, avec derrière le prix du lait, qui est aussi, le nerf de la guerre. Et on a justement des accords qui s'appellent l'APBO, donc qui sont signés en fait après chaque année, mais qui nous permettent en fait de fixer le juste prix du lait et qui est au-dessus des benchmarks. Et ça, c'est hyper important, ce qui fait que derrière, on a tout le développement en termes d'agriculture. On va accompagner des agriculteurs, on va les aider à se développer en agriculture régénératrice, etc. Ce qu'on a aussi, par exemple, sur les pommes, justement, parce qu'on parlait de pommes potes. Et c'est ce qui aussi peut expliquer, parfois, des prix qui peuvent être, que l'on peut considérer comme plus élevés. Mais on a aussi, j'allais dire, en termes de responsabilité, le fait de se dire que la qualité et aussi le respect de la nature et le respect aussi d'avoir des produits justement avec les meilleurs ingrédients, ça fait aussi partie justement de tout le background en fait derrière le développement de nos produits. Donc je pense que c'est important. Est-ce qu'on peut aller toujours à la course au moins cher ? Je suis pas sûre, très honnêtement, en étant responsable aussi. Voilà. Donc ça fait aussi partie des choses, la valeur derrière, mais je pense que c'est à nous, entreprises, de le communiquer et d'apporter l'information derrière aux consommateurs. C'est ça, c'est l'équilibre en fait entre les différents leviers qu'on a cités, donc même le côté responsabilité, c'est vrai. C'est vrai que quand on mentionne Babybel, Vache qui rit, c'est des marques qui nous sont sympathiques. Comment dans ton métier tu arrives à prolonger cette sympathie campagne après campagne ? Est-ce qu'il y a une recette pour ça ? Je pense qu'il y a le pouvoir aussi pour moi des campagnes créatives et des campagnes de com qui sont faites, qui sont justement créées par les équipes globales. Ça reste aussi super important, d'amener justement ce côté un peu amusant, playful, un peu dans toutes les campagnes que l'on fait. Même si à côté, c'est encore une fois hyper important de venir croiser ça avec des sujets comme la nutrition et de mêler les deux en fait dans nos campagnes equity. Et je pense qu'après, pour nous, il y a la partie peut-être orchestration média. Donc, je parlais typiquement de cette campagne d'Out of Home. On a pris ces panneaux géants comme ça donc à Londres. Donc, je pense qu'on nous attend là-dessus, en fait. On nous attend aussi sur des choses qui sont fun. Moi, j'adore l'exemple de la campagne, justement, Equity Mini Babybel, avec ses petits caractères qui sont ultra drôles, justement. Et je pense que c'est là où on a le pouvoir de marques qui sont assez familiales, assez playful, parce qu'on peut être créatif. Parce qu'on peut être créatif, pour moi, sur la manière dont on va utiliser, justement, les différents touchpoints. Par exemple, au UK, on a fait des campagnes audio qui étaient super créatives. On va aller s'amuser à faire de l'out of home aussi derrière, d'être présent en cinéma. Donc pour moi, tout dépend en fait aussi de la manière dont on va le traduire en termes de contexte, en termes vraiment d'approche créative aussi derrière. On va utiliser nos mascottes. Ça, c'est vieux comme le monde, mais ça marche super bien. C'est la bonne grosse mascotte Mini Babybel qui a toujours vachement de succès, comme celle de la vache qui rit, qu'on va mettre par exemple dans nos créas en social media. J'ai vu la vache en mascotte sur les beaux réseaux sociaux qui fait encore le buzz, j'ai l'impression. Et tout le temps, voilà, et tout le temps. Et ça, c'est quelque chose qui est très commun aussi aux différents pays. Les mascottes en fait fonctionnent super bien avec tous les âges. Donc, je pense qu'on peut oser. Pour moi, il y a aussi ce côté où on a des marques qui sont iconiques. Il y a le fait d'aller oser des choses, de les tester, de voir. Voilà. Il faut oser le faire. Et généralement, on a toujours des super réactions quand on sort nos mascottes, quoi. Et comment tu vas traduire une plateforme de marque globale vers du local ? Mais je pense qu'encore une fois, pour moi, ce qui est hyper important, c'est d'être à l'écoute de nos marchés. Donc, il y a encore aujourd'hui, il y a des choses qui vont être très, très similaires, en fait, et qu'on va travailler, par exemple, que ce soit avec des Meta, des Google, Snapchat, TikTok, etc. Donc ça, c'est ce qu'on va aujourd'hui avoir en commun, pour moi, avec tous les marchés. Ça, c'est la première chose. C'est quand même de travailler avec des plateformes globales. Et derrière, d'aller les mêler avec des plateformes qui vont être beaucoup plus locales et donc beaucoup plus spécifiques à chaque pays. Par exemple, en Belgique, on a quand même encore la chance de pouvoir travailler avec justement des acteurs locaux, de se dire qu'on développe par exemple des formats télé pour le nord et pour le sud du pays, chose que j'ai parfois besoin d'expliquer à nos équipes globales ou à d'autres pays. Ça les fascine de se dire que régionalement on a une telle grande richesse en fait média. Donc c'est aussi d'utiliser pour moi toutes ces subtilités pour parler en fait à nos consommateurs là où ils sont, avec bon langage, avec les références culturelles qu'ils comprennent. Par exemple, c'est des choses après qu'on va faire de manière complètement différente sur une marque locale comme Maretsu, où là on va aller complètement dans le régional et complètement dans le tailor-made. Mais sur les marques
voilà, global, pour moi, il y a deux choses. C'est vraiment, on est à l'écoute du consommateur, on choisit les bons touchpoints et on traduit. C'est vraiment traduire, pour moi, dans la réalité du pays. Donc vous faites 2 productions pour être au plus près vraiment de la culture. Par exemple en Flandre et en Wallonie, le spot sera tourné différemment. J'aimerais bien. Alors ça, pour moi, ce serait le monde idéal sur toutes nos marques. Monde idéal, et je l'ai eu sur les marques de manière générale en Belgique, où je trouve que dans un monde idéal, on devrait parfois avoir carrément 2 spots, 2 manières différentes d'approcher les choses. Et alors, en termes après, j'allais dire, d'allocation et de ressources, c'est la réalité est un peu différente. Mais ça ne nous a pas empêché, donc pas sur une marque locale, mais sur notre marque, donc pas une marque globale, mais marque locale Maretsu, d'avoir une campagne d'affichage où les références en fait que l'on avait derrière sous toutes les expressions qu'on utilisait étaient vraiment régionales. Et donc, on l'a fait région par région. Donc, je pense que sans, par exemple, la télé, un exemple compliqué parce qu'on sait à quel point il est coûteux de faire un spot. Mais je trouve que quand même, aujourd'hui, en out of home, c'est digital out of home, c'est possible. En out of home, c'est possible. En social media, on peut encore trouver des tweaks pour le faire. En audio aussi. Donc ça, je pense qu'on peut utiliser justement le pouvoir du média local pour le faire. Ça s'imagine, ouais. Oui, parce que le consommateur va se sentir beaucoup plus concerné. Complètement. S'il parle de sa région. Alors, on parlait de ressources et c'est vrai que le budget communication est important. J'imagine que le budget dépend de la taille de ton marché. Donc, tu as un budget communication Belgique, un budget communication Angleterre. Est-ce qu'il est proportionnel à la population ? Alors, on a effectivement, donc on a des budgets médias, des budgets communication, et communication aussi pour supporter tous nos projets justement CSR, qui vont être définis, alors pas forcément par la population, mais ça va être effectivement par la priorité, et par après aussi le taux de pénétration justement des marques par pays. Donc on a aussi des marques qui sont plus fortes dans certains pays où là on sait qu'on va mettre une priorité particulièrement pour cette marque. Et c'est la manière effectivement dont on va nous dispatcher nos budgets, nos ENP. Et oui, c'est par pays. Tout est vraiment extrêmement après local. Donc on a une coordination qui va être au niveau du cluster et puis après au niveau des régions. Mais derrière, après l'exécution et les prises de décision sont locales. Ouais. Et puis après, ton rôle va être de choisir les différents médias, donc dire 50% de l'enveloppe va partir en télé, en radio. Et comment, j'imagine que ça dépend aussi des retours, des performances et des tendances de consommation média de la clientèle. Mais comment orchestres-tu ce plan média annuel ? Nous, on a quand même la chance de travailler, donc on a notre partenaire Publicis, qui est notre partenaire global, et de travailler, en fait, moi je travaille honnêtement sur les pays avec des équipes depuis longtemps, et particulièrement d'ailleurs en Belgique. Je travaille avec les mêmes équipes depuis des années. Donc déjà, on a cette chance-là, et de pouvoir les briefer une fois par an, en leur donnant justement quels vont être un peu tout l'agenda à venir annuel sur les marques, quels sont déjà toute notre feuille de route sur la partie innovation, quels sont en fait les grands momentum, qu'est-ce qu'on a envie de tester. Moi, je trouve que ce qui est hyper important au-delà de tout ça, c'est de te dire qu'est-ce qu'on a appris l'année dernière, qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on ne garde pas, et qu'est-ce que l'on a envie de tester cette année. Ça aussi, c'est hyper important, et de les briefer de manière annuelle, et derrière, effectivement, d'avoir leurs recommandations, parce que c'est aussi la chance d'avoir un partenaire de confiance. On a toujours notre petite idée en tête, effectivement. Moi, j'ai toujours une idée sur là où j'aimerais aller et ce que je voudrais faire. Et j'attends effectivement de leur côté de venir chaque année avec un peu de surprise quand même. Peu importe que les budgets, tout dépend des marques, tout dépend des pays, mais soit grand ou petit, je pense qu'on peut toujours s'accorder un terrain de jeu pour aller apprendre des choses et faire des choses. Ouais. Est-ce que, j'imagine, vous tenez compte aussi de la concurrence, de voir que fait, comment communique et où communique la concurrence ? Et vous adaptez vos plans médias en fonction ? Bien sûr, oui, je pense qu'il n'y a pas un annonceur qui dira non, moi je le fais juste pour être relevant par rapport à moi-même. Non, de regarder ce que fait la concurrence. En plus, on est quand même donc dans des univers aujourd'hui, donc depuis le Covid, depuis les différentes crises où le monde s'écroule tous les 3 jours. Donc il y a aussi le fait de se dire, est-ce que je suis relevant aujourd'hui ? Est-ce que je le serai dans 6 mois ? Est-ce que je peux me permettre d'avoir la même communication pendant un an ? Non, sûrement pas. De parfois aussi adapter les choses. Je pense qu'on a dû se réinventer des dizaines de fois là, sur les dernières années. Et donc ça aussi, c'est pour moi la nouveauté aussi du métier aujourd'hui, c'est d'avoir beaucoup moins de certitude et d'être beaucoup plus agile quand même sur ce qu'on fait. Est-ce que tu as intégré dans tes plans des nouveaux médias récemment ? Oui, alors on en intègre hyper régulièrement. Donc si je reviens, pour moi, ce que j'appelle vraiment notre test and learn, c'est
de tester des nouvelles choses. Donc ça peut être par exemple, donc au UK, on avait justement pas mal testé aussi de jouer un petit peu avec de l'audio, qui va être aussi super important. Parfois, ça va être, parfois même pas sur du média, mais de se dire, est-ce qu'il y a un nouveau format que je veux tester? Est-ce qu'il y a une nouvelle manière d'acheter? Est-ce qu'il y a, voilà. Donc ça peut être pour moi dans des choses qui sont petites comme des choses qui peuvent être aussi beaucoup plus grandes. Mais effectivement, donc l'audio pour moi était un test qui a été super intéressant. On a testé, qu'est-ce qu'on a pu tester aussi? Tout ce qui était Connected TV. Ces derniers temps aussi qu'on a pu tester, ça peut être par exemple de commencer à travailler avec les Creator Exchange là, de TikTok. Pour moi une nouvelle manière en fait de pouvoir appréhender la création de contenu. Justement, j'allais parler d'influence. Comment vois-tu l'influence dans le cadre de la promotion de tes marques? Pour moi, c'est un touchpoint à part entière. Après, il y a influence et influence. Parfois, on va être un peu à cheval sur le PR de manière générale. Donc, nous, on le fait de manière always on, en fait, sur pratiquement tous les pays. On travaille pareil, donc avec un partenaire aussi. Et on travaille donc avec des ambassadeurs, parce que je pense qu'il est aussi important d'avoir des relations de confiance avec des créateurs de contenu. Leur permettre, eux, de connaître les marques, de les connaître et surtout pour leur audience, de se dire que de manière, j'allais dire, honnête, que le consommateur, on cherche aussi des gens qui ont un véritable lien avec les marques. Donc parfois, ce sont des gens en fait, qui ont déjà montré le produit de manière spontanée. Ou alors, on voit un lien qui est complètement logique pour pouvoir travailler avec eux. Parce que nous, ça va nous permettre plusieurs choses. Pour moi, un influenceur n'est pas... on ne les briefe pas comme une agence. Ça ne fonctionne pas comme ça. Alors bien sûr, on a tous des do and don't, on a toujours des univers de marques à respecter, des choses, ok. Mais ça va être plutôt de se dire, c'est des gens qui connaissent les marques et donc ils peuvent se permettre quand on va leur dire, bah tiens, est-ce que tu peux nous imaginer un brunch de Pâques avec Boursin? Ils connaissent la marque, ils savent très bien voilà, quelles vont être un petit peu la manière de communiquer avec. Et ça, honnêtement, c'est hyper important. Et alors après, il y a aussi toute la partie pour moi création de contenu. Aujourd'hui, il n'y a pas mieux qu'un créateur de contenu qu'un influenceur pour créer quelque chose qui va coller au code des plateformes. Et encore une fois, les codes des plateformes qui changent tout le temps. Nous, on n'a même pas eu le temps de les comprendre, que eux les connaissent. Et c'est là où je pense qu'il faut, pour moi, capitaliser sur les bons créateurs de contenu. Ouais. Quand, à partir de quel moment estimes-tu qu'une campagne d'influence est réussie? Il y a une partie qui est qualitative, quantitative. Il y a une partie, quantitative. Mais encore une fois, les plateformes, parfois, sont un peu complexes. Donc, c'est pour ça que j'aime bien aussi la visibilité aussi des contenus de manière organique est plus évidente aujourd'hui. Donc ça, évidemment, on le regarde. On en a des objectifs, on le regarde toujours. Mais je pense qu'il faut toujours, pour moi, le mêler avec plusieurs choses. C'est de se dire quels vont être les retours de l'audience. Combien de personnes, en fait, vont enregistrer une recette? Combien de personnes vont la partager? Quels vont être leurs commentaires? Par exemple, il y a toujours une communauté silencieuse. Donc, combien de messages aussi vont recevoir derrière? Il y a plein d'insights qui sont super intéressants. Donc ça va être aussi important. On réutilise beaucoup aussi de contenu en paid. Et on peut voir après effectivement l'efficacité derrière quand on va le mettre en paid et quand on va le booster en média et de plus grande échelle justement en termes de commentaires, en termes d'efficacité média. Donc il y a un peu les deux quoi. Oui, parce que c'est pas la marque qui communique, mais c'est l'influenceur ou en tout cas une personnalité crédible qui communique. Et après c'est nous. Voilà. Et après souvent on va reprendre le contenu et donc en fait on voit un peu des deux côtés et effectivement c'est là où je pense qu'on voit vraiment le pouvoir aussi quand on crée des... Il n'y a pas photo, en fait, pour moi, de créer des contenus avec les bons codes. C'est magique, ça fonctionne, quoi. Ouais. Claire. Maintenant, j'aimerais parler un petit peu de ta casquette RSE. Comment, tu parlais de feuille de route, comment s'effectue une feuille de route RSE et comment est-ce qu'elle s'exprime concrètement dans ton équipe? En fait, cette feuille de route, elle est effectivement elle est de long terme. C'est-à-dire qu'on a une feuille de route qui va être long terme sur nos objectifs RSE. Et donc, on va travailler, par exemple, sur le développement du snacking plus sain. Donc ça va être notre objectif qui va être long terme. Et ensuite, on va donc la travailler avec différentes choses. Et c'est là où je pense que ça devient un travail qui est stratégique et qui est transverse, où on va travailler avec les équipes marketing pour se dire, à partir de ça, comment, dans nos campagnes, dans le développement et l'innovation de nos produits, on va justement mettre en priorité ces objectifs-là. Et encore une fois, si je reviens à ce statut d'entreprise à mission, chez nous, tout est piloté en financier, extra-financier. Donc tout le développement RSE, en fait, est aussi important qu'un objectif financier. Et donc au terme du marketing, se dire voilà, comment on va justement pousser nos ambitions de snacking. On va aller aussi travailler avec nos collègues justement des équipes sales. Parce que derrière, pour aller convaincre aussi nos partenaires retailers de mettre en avant, typiquement, quand on parle de nutrition, quand on parle de snacking plus sain, qu'est-ce que ça veut dire aussi pour eux? Donc, il y a tout ça. Et puis, il y a même une partie qui
Encore plus importante, c'est la partie interne, pour être sûr qu'aujourd'hui, on ait 90 collaborateurs qui comprennent aujourd'hui ce que c'est que la nutrition et qui soient capables en fait de parler ce langage, chacun à son échelle. Voilà. Donc, je pense que ça s'infuse pour moi entre toutes les équipes différemment. Ça va même sur de la supply chain pour dire comment on optimise justement tout notre processus supply pour qu'il soit aussi beaucoup plus responsable. Donc, c'est vraiment d'avoir cet objectif commun et derrière, en fait, on le travaille une fois par an, on le monitore vraiment de manière extrêmement régulière, on le présente au groupe 3 fois par an pour se dire, voilà, pour être sûr que tout le monde soit assez on track. Donc, c'est absolument pas quelque chose qui reste sur des slides ou pour faire joli. Et au quotidien, ça va vraiment de petites actions comme des choses qui sont beaucoup plus grandes. Et tu parlais, c'est aussi en lien avec les distributeurs, donc vous faites attention à regarder comment le distributeur va avoir aussi sa politique RSE. Alors on le regarde effectivement, donc ça fait aussi partie dans nos critères, j'allais dire, de sélection en fait de tous les partenaires. Ça fait quelque chose qui va être important parce qu'on doit aller dans la même direction. Mais avec des retailers, c'est comment on peut co-construire aussi des activations ensemble. Parce qu'on a, quand on regarde nos objectifs communs, on a beaucoup d'objectifs communs. Mais comment on peut collaborer ensemble justement pour permettre à nos consommateurs d'avoir accès facilement, rapidement à une alimentation plus saine, à des choix justement alimentaires qui soient plus responsables. Et c'est là où c'est aussi une co-création, parce que nous tout seuls on peut le proposer, mais c'est aussi on a beaucoup plus de pouvoir en fait quand on fait les choses ensemble et c'est pour ça que c'est aussi super important. Et donc on a ces discussions de manière extrêmement régulière avec les retailers pour dire est-ce qu'on testerait pas ça ? Est-ce qu'on n'associerait pas plusieurs produits ? Est-ce qu'on ne ferait pas une campagne ? Est-ce qu'on ne ferait pas un peu plus de pédagogie ? Est-ce qu'on ne mettrait pas ce produit plus en avant ? Donc ça aussi, c'est des discussions aussi avec les retailers qui sont tout au long de l'année. Ouais. Donc, il y a le RSE, je vais dire, à destination des employés, à destination des distributeurs. Mais qu'en est-il du consommateur ? Est-ce que vous communiquez sur vos actions RSE au client final ? Bien sûr. Quand on regarde, si je rebondis sur cette campagne Equity Mini Babybel que j'aime beaucoup et qui est super rigolote et playful, mais en fait, elle montre justement et elle parle de nutrition, elle parle de comment faire des choix plus sains quand elle montre plein de petits moments et même s'ils sont super rigolos, mais c'est comment faire justement, comment choisir un snack plus sain quand on est au bureau, quand on fait du sport, c'est de montrer tout ça. Donc je pense que ça peut être infusé de plein de manières, d'une manière qui va être beaucoup plus pédagogique ou alors on va être beaucoup plus sur des médias comme de faire du PR, de discuter avec des journalistes ou comme même on peut en discuter aujourd'hui, comme dans nos campagnes Equity, d'une manière qui va être encore ultra playful, mais aussi de pouvoir avoir des conversations avec, que ce soit dans le B2B, mais avec des nutritionnistes aussi, pour pouvoir leur communiquer quelle est la réalité aussi derrière nos produits, nos engagements. Donc l'idée, c'est de pouvoir s'adresser à un maximum de personnes, encore une fois, avec le bon canal, mais pour leur montrer en fait les valeurs de Belle, l'innovation derrière et nos engagements justement RSE. Ouais. Tu parlais de PR, je me viens directement aussi la communication de crise. Est-ce que tu gères aussi la communication de crise dans ton scope ? Et si oui, comment l'anticipes-tu ? Oui, bien sûr, ça en fait partie. Ça fait effectivement partie de toute la partie communication avec un S, donc sur la partie vraiment comme corporate, réputation, PR. Alors la com de crise, pour moi, c'est le plus d'anticipation. Généralement, on découvre la com de crise le jour où on a une crise. Alors ça, c'est la pire des choses possibles. Mais je pense qu'il n'y a pas une entreprise qui n'a pas fait cette erreur-là. Chez nous, non, on l'anticipe effectivement un maximum. Ce qui veut dire que on va passer quand même un temps assez important à aller s'imaginer tous les scénarios, les préparer, de faire des tonnes de Q&A, de se questionner, de les mettre à jour et de le faire dès qu'on a une innovation, dès qu'on a une nouvelle activation aussi qui arrive. Ça va être effectivement super important. Après, en termes de com de crise, alors il y a plusieurs choses. Effectivement, l'anticipation, la préparation, le fait d'être structuré pour, peu importe honnêtement l'organisation, la taille de l'entreprise, mais c'est d'être un minimum structuré et de s'exercer régulièrement pour que le jour où ça arrive, alors effectivement, dans un monde idéal, on appuie sur le bouton et ça déroule. Je crois que ça ne se passera jamais comme ça. Mais au moins, on est préparé, on sait où trouver les ressources et les gens sont à l'aise pour le faire et en parler, quoi. Est-ce que ça fait vraiment partie de votre quotidien ? Vous vous dites, voilà, on va faire une réunion autour de cette thématique, on va penser à tout ce qui peut arriver. Vous faites ça tous les mois ou... Alors, justement, sur les produits, je pense que sans penser vraiment à crise, mais vraiment plus de se dire quels pourraient être un peu les hot topics qui peuvent arriver demain, quelles peuvent être, sans encore une fois passer crise, mais même question du consommateur, et de regarder les différents scénarios. Oui, et puis je pense que moi, ce que je conseillerais à tout le monde, et encore une fois, qu'on soit une petite ou une grosse entreprise, mais surtout même en étant une petite, c'est de faire un mapping de risque.
et de se dire, OK, quels sont les risques éventuels? Alors, si on est un produit, service, de regarder tous les sujets qui peuvent être un peu hot topic et de les anticiper un minimum. Jamais se faire prendre par surprise. Parce que ça arrivera toujours en soi. Mais le plus on est préparé, encore une fois. Donc oui, on a effectivement des mappings, on a ces discussions qui sont aussi régulières. Et on a aussi le fait de se dire, je crois que ce sujet est en train de grossir, donc on devrait quand même commencer à même si c'est indirect, mais de se pencher dessus. Et au regard de ton expérience, comment vois-tu évoluer ton métier? Souvent, quand j'en discute avec des gens, on en discutait aussi un peu en intro, mon métier est extrêmement vaste et transverse. Et donc, c'est drôle. Moi, j'ai commencé à la base avec un background de communication. Quand je suis arrivée chez Bell, j'avais repris plutôt la partie média Benelux. Et en fait, finalement, le média, la communication s'est ajouté, le CSR s'est ajouté, et puis après on a ajouté le UK, et puis les Nordics. Donc j'ai l'impression que c'est un terrain de jeu qui devient encore plus transverse de manière générale, et on est encore en train d'ajouter d'autres casquettes. Et je pense que c'est dans ces métiers-là, et je pense dans les métiers de communication, dans les métiers de médias. Par exemple, le CSR, on pourrait se dire pourquoi, mais en fait ça fait complètement sens, parce que le fait de traduire justement les valeurs dans tout ce que l'on fait, donc dans tout ce que l'on communique de manière générale, pour moi est aujourd'hui hyper important. Et donc le fait que ce soit relié justement à des métiers de com et de médias, oui, je pense qu'il faut aussi pouvoir en fait le traduire de manière naturelle et l'infuser un petit peu partout. Donc c'est pour ça que je pense qu'être transverse, c'est hyper important. Donc j'allais dire de beaucoup plus transverse, hyper agile. Après, il y a aussi tout ce que l'on fait en AI qui est tellement intéressant parce que je parlais justement de Q&A, et heureusement aujourd'hui, on a quand même de l'AI pour s'amuser à nous challenger. Justement, on parle de com de crise. De nous challenger, ou nous dire quel peut être le scénario vraiment catastrophe, de pouvoir reformuler des choses, de pouvoir les adapter. On est dans un pays aussi multilingue, de pouvoir traduire. Donc, il y a une partie aussi qui, je pense, grâce à l'AI aujourd'hui, peut nous aider à gagner du temps pour passer plus de temps sur des sujets super stratégiques. Ça, c'est super chouette. Et avec, encore une fois, je pense que mon métier... je me pose toujours la question de me dire, est-ce que mon métier existera dans quelques années? J'ai aucune idée. Peut-être différemment, ou peut-être que complètement. Moi, je suis persuadée qu'il sera complètement différent. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles on va gagner un temps incroyable. N'empêche qu'on aura sûrement besoin encore d'humains pour répondre, peut-être en com de crise, en radio ou en télé. Ça, je pense qu'on a encore besoin. Il y a plein de choses sur lesquelles je pense qu'elles n'existeront plus demain, quoi. Oui, c'est vrai qu'on regarde il y a 10 ans il y a 20 ans, le métier a déjà tellement évolué. Et c'est vrai que tu as un rôle hyper transversal puisqu'il y a le RP, le RSE, le volet médias qui est quand même très tactique. Donc ça demande des compétences très différentes. C'est aussi ça qui est agréable et motivant, c'est de pouvoir monter en puissance sur des compétences et des métiers qui évoluent. Est-ce que, donc tu dis que tu utilises l'IA pour te challenger sur des potentiels sujets qui pourraient évoquer une crise. Est-ce que tu l'utilises aussi sur, par exemple, la création de contenu? Comment est-ce que l'IA, change davantage ton métier au niveau opérationnel? Ça change beaucoup les choses. Je pense j'ai l'impression en tout cas que, alors, au-delà de gagner du temps, on peut aussi, je pense, être meilleur, par exemple, dans la manière dont on brief une agence, d'être beaucoup plus précis. Il y a aussi le fait que parfois, d'aller pouvoir faire un mood board pour montrer un peu ce qu'on a en tête pour le montrer aussi à une agence. Ça, c'est aussi quelque chose qui va être différent. Et je pense qu'après, de manière aussi générale, la manière aussi, donc moi après, je vais vraiment aussi l'utiliser. Au-delà, après, de me challenger, d'utiliser ça pour des briefings, de pouvoir aussi faire une analyse, je pense qu'il va être parfois ou passer un petit peu moins de temps en fait sur de l'analyse, mais pouvoir vraiment extraire aussi beaucoup plus d'insight. Ça, je pense que ça va être pour moi la plupart des choses aussi. Sur la création de contenu, il y a deux choses. On travaille en fait avec beaucoup de marques globales. Et on ne peut pas faire en fait n'importe quoi avec une marque globale. Boursin, ça doit rester Boursin, et Mini Babybel, ça doit rester Mini Babybel. Et ça, c'est un peu le challenge que l'on a. Ce qui fait qu'on avance là-dessus. On met aussi en place des outils pour pouvoir justement faire de la transcréation de manière beaucoup plus agile. On est dans cette accélération. Et avec ce challenge, de se dire comment on le fait pour qu'on évite d'avoir un boursin Pays-Bas qui sera complètement différent d'un boursin Japon et qui sera différent d'un boursin... Voilà, et de perdre l'identité de la marque. Et ça, je pense que c'est un peu le challenge auquel on fait face et sur lequel on est en plein test and learn et qui se concrétise. Mais je pense que pour toutes les marques iconiques, ça reste quand même un gros sujet. Ouais. D'accord. Est-ce que tu l'utilises aussi pour la veille de la concurrence
Ouais, je pense qu'en social listening, l'AI est hyper important. Moi, je me souviens quand même, il y a encore quelques années, on faisait beaucoup de choses à la main. Moi, j'ai passé, quand j'étais plus junior, des heures à screener tous les médiums possibles et imaginables, croiser les trucs. Et en com de crise, c'était un enfer. Quand je vois qu'aujourd'hui, quand j'ai un sujet qui me vient en tête, de me dire, oh, bah, tiens, finalement, est-ce que... quel est un peu le grand momentum où on parle de protéines ou de fibres dans tel pays. Enfin, ça me prend 2 clics. Moi, je trouve ça... Et encore une fois, on se dit, bah, oui, ok, il y a des sujets plus touchy sur de la création, où je pense qu'il faut vraiment être un peu fin pour qu'on ait quelque chose. Voilà. Et puis il y a aussi toujours cette grande création, enfin pour moi, cette question, pardon, de comment on fait ça de manière responsable. Parce qu'on revient après à des sujets de RSE. Je pense qu'il faut toujours parfois aussi se questionner, est-ce que j'utilise l'AI de manière responsable ? Est-ce que je tombe pas un peu dans cette obésité de création de contenu, cette obésité de recherche ? Qu'est-ce que je peux encore faire manuellement ou juste demander un moteur de recherche ? Est-ce que j'ai vraiment besoin de faire 14 différents moodboards ? Voilà. Moi, je dirais que je m'auto-questionne. Alors pourtant, j'utilise l'AI au quotidien, mais je m'auto-questionne aussi un petit peu là-dessus. Voilà. D'être responsable aussi Ah dans la ouais, consommation. aussi dans la consommation de l'AI, qui reste hyper importante. Et est-ce que tu utilises l'AI dans tes compétences managériales ? Parce que j'ai lu que tu gérais une équipe, une grande équipe quand même. De manière transverse, ouais, Oui. qui est plus effectivement, qui est particulier. Donc on a une grande, je pense qu'aujourd'hui, j'ai 25, je dirais environ. Moi, je suis beaucoup plus en fait dans la coordination de tous ces sujets-là avec tout le monde. Donc c'est vraiment après des compétences qui vont être plus de management transversal entre un peu toutes les équipes sur les sujets justement de médias, de communication, etc. Et après, il y a aussi les gens avec qui je travaille directement. Donc par exemple au local, sur la Belgique, les Pays-Bas, sur la com, vraiment la com et le RSE. Où là, ouais, moi je trouve que l'AI, moi, m'a permis plusieurs choses. On a des différences parfois culturelles qui font qu'on ne va pas s'adresser de la même manière à une personne en Angleterre qu'aux Pays-Bas ou en Belgique. Cliché complet, mais aux Pays-Bas, on peut être beaucoup plus direct. En Angleterre, on met beaucoup de forme dans ce que l'on met. Donc il y a aussi ces petites choses où je pense qu'on peut aussi parfois faire relire ou demander un avis. Je trouve selon le contexte, ça c'est important. On parlait d'être, nous, dans un pays multilingue, super important. Et de manière aussi, je pense que moi je le découvre, à quel point on peut aussi très bien utiliser l'AI pour dire je dois aller livrer ce feedback, que ce soit à un collègue, une personne dans mon équipe ou une agence. Comment tu me conseillerais pour le délivrer ? Je pense qu'il y a aussi, il y a vraiment cette partie-là qui est entre guillemets sur lequel on peut vraiment, moi en tout cas ça m'arrive hyper régulièrement de m'appuyer pour me dire est-ce que je suis juste, comment je vais délivrer ce feedback, c'est un truc qui n'est pas évident. Là l'AI en fait sert énormément. Il fait gagner aussi un temps assez dingue, je trouve, quand je sais pas, il faut faire des reviews annuelles, il faut aller travailler ses objectifs ou ce genre de choses, ou revoir les objectifs des gens. Donc ça, oui, je trouve qu'en tant que manager, ça fait gagner énormément de temps. Ouais. Tu gères une équipe en Belgique, mais alors tu gères aussi des personnes qui sont au siège. Il y a un siège en Angleterre ou bien tout se passe de Bruxelles ? Non, en fait, la manière dont on est organisé, donc on a une équipe au UK, une équipe aux Pays-Bas, une équipe en Belgique et une équipe aux Nordiques. Donc tout ça, en fait, on a des équipes marketing. Nous, en Belgique, dans mon équipe, moi, je vais avoir quelqu'un qui est vraiment dédié à la communication et après en CSR. Et après, tout le travail va être vraiment complètement transverse avec toutes les équipes marketing partout. Et donc, on a des gens un petit peu partout. Et en plus de ça, on a effectivement la coordination en fait, avec le global. Et donc, c'est vrai que moi, mon rôle est vraiment d'être... il y a plusieurs choses. Donc, on parlait justement du média, c'est d'être vraiment la garante de notre stratégie média aussi dans les différents pays, de notre stratégie, des choix médias, des sujets qu'on va porter. Et d'être sûr que tout le monde soit vraiment à chaque fois sur cette feuille de route, d'être aussi le point de contact pour les différentes agences, médias, créa, influence, donc effectivement. Et après, vraiment en termes de communication, ça va être la même chose avec un côté qui va être aussi hyper stratégique, comme d'avoir parfois, on parlait de Q&A, de revues, de com de crise. Alors ça, c'est beaucoup plus assez stratégique et parfois aussi tactique qui va être aussi, le mot est important, donc ça va être aussi effectivement chez nous et chez moi. Et cette partie effectivement CSR qui, pareil, est ultra transverse entre nous, entre les équipes marketing, entre les équipes sales. Donc il y a quand même quelques heures par semaine et par jour de coordination, de meeting, de rassembler les gens, les rassembler, d'infuser des trucs. Ouais, ça prend un petit temps. Et l'AI est génial d'ailleurs pour ça, parce que le temps aussi, ça fait un petit peu gagner pour éviter de passer des heures en fait à se dire quand est-ce que tout le monde est dispo, parce qu'il faut l'être pour discuter ensemble. Quoi. C'est incroyable d'être aussi dispatchés et travailler ensemble avec même vision. Ouais. C'est exactement, et je pense que tu le résumes très bien, c'est vraiment comment en fait moi je peux au quotidien faire en sorte que tout le monde ait la même vision
la même feuille de route. On puisse, oui, après le traduire de manière locale, mais c'est aussi de trouver ces moments ensemble. Et puis, il y a aussi, on en revient à vraiment un truc qui est important pour moi, mais ce test et ce test and learn, de continuer à apprendre. Et donc, sur un cluster, ce qui est génial, c'est que parfois, moi, on va essayer des choses en Angleterre pour après les répliquer en Belgique. Parfois, on va le faire aux Pays-Bas et le répliquer sur le reste. Et donc, pour ça, pour moi, il faut aussi qu'on puisse suffisamment s'écouter, échanger ensemble et se réunir pour dire ok, moi je prends, je teste et si ça réussit, qu'est-ce qu'on apprend et qu'est-ce qu'on réplique chez vous. Voilà. Et donc ça c'est entre les différentes marques, entre les différents sujets. Donc c'est effectivement, en fait, je le vois comme un énorme terrain de jeu. Il faut juste avoir quelques règles et réunir les gens régulièrement. Ouais. J'adorerais être en réunion pour écouter ça, ça doit être fusé. En fait, la réalité doit être hyper ennuyeuse. Il y en a parfois. Ouais. Au regard aussi de ton expérience en tant que manager, est-ce que tu aurais un conseil à donner aux personnes qui nous écoutent ? Encore une fois, d'être curieux. Moi, je pense qu'il faut... on peut être hyper happé justement par le quotidien et par ce côté hyper organisation et finalement, d'être le nez dans ces meetings ou le nez dans le quotidien. Parce que je parle de choses très chouettes. Il y en a qui font partie du quotidien et qui le sont moins. Mais je pense que c'est de garder cette curiosité. Moi, par exemple, je suis en Angleterre une fois par mois et j'y ai vécu pendant quelques années. Je continue, même en fin de journée, de retourner à Londres, d'aller manger, de regarder les gens, d'aller me faire un petit store check, d'aller regarder un peu les out of home. Alors qu'en soi, je pourrais aussi très bien me dire fatiguée, moi je vais rester dans ma chambre et c'est très bien. Non, mais c'est pour moi d'avoir cette curiosité quand même de regarder, demander aux gens, demander autour de nous. Moi, je parle de produits d'alimentation, c'est facile, il y en a partout. Mais de qu'est-ce que les gens consomment, qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils n'aiment pas, qu'est-ce qu'ils recherchent. Donc pour moi, il y a cette curiosité qui reste importante, d'être à l'écoute. Je pense que l'on ait pour moi un boulot qui soit local ou global ou avec un cluster, je pense que la Belgique est déjà suffisamment culturellement super riche pour ça. Mais c'est aussi d'écouter suffisamment les gens et de toujours se dire qu'on n'est pas forcément l'audience et la cible. Moi, je ne le suis pas sur la plupart en fait, des produits et des choses que l'on fait, mais je pense que l'important, c'est aussi de toujours peu déconstruire ça et d'être quand même suffisamment humble pour se dire, OK, je vais juste parfois apprendre des autres et c'est aussi très, très bien. Donc pour moi, il y a cette partie-là qui reste quand même hyper, hyper importante et de continuer à se former. Je pense qu'on manque, tout le monde va dire, OK, j'ai pas le temps. Après, je pense qu'on peut aussi se dire comment j'utilise les outils que j'ai, on parle d'AI, mais pour trouver du temps pour se former sur des choses. Et c'est hyper important et je crois on avait un training sur la transformation il y a 1 an, je pense, où j'ai adoré le concept du comment en fait on peut justement pas se transformer à 100% demain, mais tous les jours 1%. Et ça, je trouve ça hyper important de se dire, OK, ouais, je vais peut-être avoir le temps en fait de transformer les choses du tout au tout, de me former du tout au tout, mais qu'est-ce que je vais faire 1% différemment un peu tous les jours ou qu'est-ce que je vais tester, apprendre. Voilà. Pour moi, il y a un peu ce côté playful qui doit rester en fait et de s'amuser un peu sur ce que l'on fait, quoi. Sinon, ça n'a aucun sens. Ouais. Et en dehors de tes voyages, comment fais-tu ça au quotidien ? Est-ce que tu as des lectures, des sites que tu visites régulièrement ? Je pense que comme tout le monde, moi, le lundi matin, je reçois mon rapport d'activité d'écran. Et en fait, comparé à d'autres gens, je le trouve raisonnable. Mais c'est quand même passer beaucoup de temps sur les réseaux à regarder ce qui se passe. Et à regarder les commentaires des gens. Moi, j'adore, je screen les commentaires des gens, c'est ma passion, parce que je trouve que c'est là où on a beaucoup de choses. Donc je pense qu'on peut avoir les plus grosses lectures du monde, mais à un moment d'aller regarder un peu ce que disent les gens au quotidien, même si les gens qui s'expriment sur les réseaux, on va prendre un peu avec une petite pincée de sel, mais ça, c'est hyper important. Et après, c'est encore une fois, moi, je regarde des tonnes de trucs différents. C'est-à-dire que je vais autant regarder des docus très, très chiants, des choses qui vont être beaucoup techniques, comme aller regarder vraiment pratiquement des trucs un peu de télé-réalité sur Netflix, parce que je veux comprendre. Et d'ailleurs, je vois souvent des produits... j'ai déjà vu nos produits dans certains programmes et je trouvais ça fascinant. Mais encore une fois, pour moi, c'est un peu d'aller lire. Oui, on peut aller, effectivement, j'adore aller regarder ce que fait Mark Ritson en marketing, de lire sa newsletter et je trouve ça toujours inspirant. Mais comment, encore une fois, je déconstruis un peu les choses et je sors un peu toujours de mon entre-soi, du média, du marketing, de tout ça. Et je vais aller lire ce qui se passe sur les réseaux, regarder à peu près tout ce qui se passe sur Netflix. C'est là où je pense on reste quand même hyper bon. YouTube, je pense que je peux tomber dans des rabbit holes de sujets complètement niche hyper souvent. Et je vis souvent en fait avec YouTube comme un podcast en conduisant, en cuisinant, etc. etc. Mais je pense que je suis la personne la plus éclectique. Et il n'y a pas de contenu ou de source un peu gênante. Non, je pense qu'il faut tout consommer, quoi.
Et là, je vais rentrer dans du pratique, mais quel est, parmi tes dernières recherches, quel est l'apprentissage, ton dernier grand apprentissage où tu t'es dit, ah, j'ai appris ça récemment? Bonne question. Alors, truc tout bête. On pourrait croire, mais alors en fait, moi, je suis restée à la créa de contenu hyper loin. Mais alors loin, c'est-à-dire, moi, je suis allée le dinosaure à l'ère des blogs, quoi. Donc, je faisais partie de ces gens-là. Ça fait hyper loin. Et donc, effectivement, je pense que j'ai passé un petit peu de temps la dernière fois à me dire, mais comment aujourd'hui on construit un peu un TikTok un peu cool, etc. On a des gens, des juniors qui le font hyper bien. Mais moi, je sais que c'est aussi quelque chose sur lequel j'ai commencé un peu à downloader 2-3 applis. Et de regarder un petit peu comment on faisait pour faire un peu un truc cool, un peu impactant, etc. etc. Donc ça, c'est un truc sur lequel j'ai passé un petit peu de temps en me disant, ah tiens. Et je me suis mis l'objectif d'ailleurs de me dire cet été, au lieu de poster, parce qu'encore une fois, bon, le carrousel fait son grand retour, ça c'est cool, mais de poster uniquement des images, je me suis dit, est-ce que j'irais pas un moment prendre un peu de temps quand je suis en vacances cet été pour faire un truc un peu chouette et juste me donner ce défi-là, parce que je trouve que moi, même mes réseaux sociaux sont aussi un super test and learn. Donc ça, je me suis mis un petit peu aussi cet objectif de personne qui vieillit, et donc la partie hyper TikTok native, moi je l'ai pas du tout. Je fais des super briefs pour ça, mais je voudrais un peu monter aussi en compétences là-dessus. D'accord, donc on doit te retrouver sur TikTok cet été. Franchement, objectif. Au moins, objectif de l'avoir testé, pas uniquement consommé. Ça, j'aimerais bien. Ouais, j'aimerais bien quand même. On arrive tout doucement à la fin. En tout cas, je te remercie beaucoup pour tous les insights que tu nous as partagés et les grands apprentissages aussi que tu nous partages. Donc, merci beaucoup pour ta présence et de partager ta passion. Merci beaucoup. Merci, et merci beaucoup pour l'invitation. Merci pour l'échange. Merci à tous pour votre écoute. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode du podcast.